Bonjour à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur la revue jurisprudentielle des décisions les plus marquantes en matière d'accès en 2023. Il est présentement 11h30, donc on va commencer ça. Alors, je m'appelle Melissa Lafleur-Chumacero et je vais être votre animatrice pour l'occasion. Ce webinaire, organisé par le Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité, s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale du droit d'accès à l'information, qui sera soulignée le 28 septembre prochain. Avant de procéder avec la présentation de cette revue jurisprudentielle, je vais laisser M. Martin-Philippe Côté, secrétaire général associé au secrétariat, vous adresser quelques mots. Merci, Mélissa, pour cette présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme le dit Mélissa, je m'appelle Martin-Philippe Côté, je suis secrétaire général associé au conseil exécutif. Je tiens à vous remercier pour votre présence en grand nombre. On me dit que vous êtes plus de 900, je crois, en date de ce matin. Alors, merci de votre participation. Je tiens à remercier également pour l'organisation, toute l'équipe chez nous pour ce premier webinaire sur la revue jurisprudentielle en matière d'accès. Je vous rappelle que le secrétariat a notamment pour mission de soutenir les organismes publics dans l'application de la loi d'accès. Cette loi d'accès est une loi qui fait les manchettes quotidiennement. Pour certains, trop d'obligations. Pour d'autres, c'est une loi qui a trop d'exceptions. Une chose certaine, c'est que c'est une loi primordiale pour notre corpus législatif. On ne pourrait s'en passer. En cette veille, comme le soulignait Mélissa, en cette veille de la Journée internationale de l'accès universel à l'information qui se tiendra demain, il est important, surtout dans le contexte actuel où on parle beaucoup de désinformation, d'assurer la transparence de nos institutions. Je vous rappelle que l'accès à l'information, c'est un droit qui est fondamental, qui contribue à assurer la vitalité de notre démocratie et la confiance de tous et toutes envers nos institutions. Sur ça, je ne prendrai pas trop de votre temps. Je vous laisse au bon soin de nos trois savants juristes qui feront le tour de l'ensemble de la revue jurisprudentielle 2003 en matière d'accès. Alors, à tous, un bon webinaire. Merci beaucoup. Merci, M. Côté. C'est maintenant au tour de Maître François Verhoeverge, Maître Julien de Consel et Maître Jean-Philippe Miville-Deschênes, juristes au secrétariat, de vous présenter les décisions les plus importantes qui ont été rendues au cours de la dernière année en matière d'accès, ainsi que les éléments clés à retenir de celle-ci. La parole vous appartient, messieurs. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup, Martin-Philippe. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter certaines décisions récentes en matière d'accès à l'information. Vous pouvez voir ici là, les thèmes qui seront abordés par les décisions que nous avons choisies. Donc, on va parler de l'impartialité dans le traitement d'une demande d'accès, de renseignements fournis par un tiers, de protection de renseignements personnels, d'incidence sur la justice et la sécurité publique, de l'adresse IP, du défaut de répondre dans le délai légal prescrit, de notes personnelles, esquisses, ébauches et brouillons, de renseignements personnels sur une autre personne, de documents qui requièrent un calcul ou une comparaison, de renseignements à caractère public et finalement du processus de deuil. Donc, pour le premier sujet, j'ai choisi de traiter de l'impartialité du responsable lors du traitement d'une demande d'accès. Je n'ai pas trouvé de décision qui concerne directement ce sujet-ci, mais une décision récente explique la règle d'impartialité des juges et je crois qu'on peut s'en inspirer pour appliquer les mêmes principes aux responsables tenus de répondre à une demande d'accès à l'information. Donc, je voulais en parler puisque c'est un sujet qui a fait l'objet de certains articles de journaux récemment. C'est un sujet aussi qui a suscité des demandes de services conseils chez nous. Donc, la première décision concerne une demande de récusation d'un juge de la CAI, Bédard contre Protecteur du citoyen. Donc, dans les faits, c'est une demande qui est formulée à la CAI pour que le juge se récuse. Le demandeur reproche au juge de ne pas être impartial. Donc, quand on lit la décision, là, on comprend que le demandeur reproche au juge d'avoir laissé plus de temps de parole au procureur de l'organisme. Puis, il y a aussi l'impression que le juge et le procureur travaillaient en équipe ensemble, donc se liguaient un peu contre lui.
Donc, dans la décision, la CAI rappelle que le critère de crainte de partialité consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? Donc, on voit que la barre est quand même haute et que la preuve de partialité serait quand même là, difficile à faire. En matière d'accès à l'information, dans la loi sur l'accès, l'article 8 a été modifié par la loi 25 afin d'inclure le principe d'autonomie du responsable. Cet article vient presque, on peut dire qu'il pourrait presque créer une présomption d'impartialité du responsable. Mais il vaut mieux tenter d'éviter le plus possible de donner l'impression au demandeur que le traitement de sa demande n'a pas été fait de façon impartiale pour éviter d'éventuels débats inutiles à la commission d'accès. Si nous avions des conseils à vous donner, on pourrait souligner que si, par exemple, vous recevez une demande d'accès en lien avec des dépenses effectuées par le directeur général d'une municipalité, la décision pourrait être signée par un responsable adjoint ou un responsable substitut, ou exceptionnellement par la personne qui est responsable d'office, donc le maire de la municipalité, si jamais vous considérez que cette façon de faire peut garantir un traitement davantage impartial. Vous devriez donc tenter d'éviter les apparences de conflit d'intérêts. Aussi, si vous avez une plus grande équipe de conseillers qui traitent les demandes, il pourrait être judicieux de ne pas confier l'analyse du dossier à une personne qui connaît le demandeur et confie donc le dossier à une autre personne. En cas de contestation devant la CAI, vous pourriez soulever que votre organisme est soumis à un code d'éthique et de déontologie, notamment en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'intégrité. Dans ce cas, il reviendra au demandeur de démontrer que la décision n'a pas été rendue de façon impartiale en cas de révision devant la commission. Ensuite, je voulais parler du traitement d'une demande qui concerne des renseignements fournis par des tiers. Ces renseignements, comme vous le savez, sont visés par les articles 23, 24, 25 et 49 de la loi sur l'accès. La première décision date de 2019, donc elle n'est pas si récente que ça, mais je voulais en parler car elle a fait l'objet de nombreux appels, dont le dernier devant la Cour d'appel du Québec, qui a rejeté la demande de permission d'appeler en date du mois de mai 2023. Donc, dans les faits, ici, c'était une demande d'accès qui était faite afin d'obtenir le contrat sur l'usage en commun des poteaux et le contrat d'échange et de vente de poteaux conclu entre Hydro-Québec et Bell, ainsi qu'un guide administratif sur l'usage en commun des poteaux qui a été conclu entre Hydro-Québec, Bell, TELUS et Télébec. Donc, l'organisme a refusé de donner accès aux documents demandés en invoquant qu'ils contiennent des renseignements de nature commerciale qui sont protégés en vertu des articles 22, 23 et 24 de la loi sur l'accès. Les tiers, quant à eux, s'opposaient aussi à la communication des documents. La commission a accueilli de façon partielle la demande. Elle a limité son ordonnance de communication à certaines sections du contrat et du guide, par exemple les pages titres, les tables des matières, les en-têtes, les attendus que, la définition de certains termes et certaines clauses génériques du contrat. Elle rappelle que l'article 23 prévoit que 4 conditions doivent être respectées pour soulever la restriction. Donc, premièrement, les renseignements doivent être de nature industrielle, financière, commerciale, scientifique, technique ou syndicale. Deuxièmement, les renseignements doivent avoir été fournis par le tiers. La CAI a souvent décidé que les renseignements contenus dans un contrat conclu avec un organisme public ne sont pas fournis par un tiers parce qu'ils proviennent en commun des deux parties. Toutefois, le seul fait qu'un renseignement soit contenu dans un contrat n'empêche pas qu'il puisse être considéré comme ayant été fourni par un tiers. Il faut déterminer la provenance du renseignement. C'est toujours une question de fait, puis à analyser au cas par cas. Donc ici, là, même si habituellement on conclut que les renseignements fournis en commun ne sont pas fournis par un tiers, les tiers ont réussi à démontrer là, que certains renseignements étaient clairement là, fournis en majorité par eux. Aussi, la petite distinction à faire, l'article parle de renseignements fournis par des tiers et non de documents fournis par des tiers. Donc, des renseignements fournis par un tiers pour avoir été intégrés à un document rédigé par l'organisme. Par contre, la restriction pourrait quand même être invoquée, là, même si le document provient de l'organisme, pour ce qui est des renseignements contenus dans le document qui proviennent de tiers. Ensuite, les autres conditions à respecter. Troisièmement, on avait la nature confidentielle des renseignements qui doit être prouvée. C'est un critère objectif. Et les renseignements sont habituellement traités par le tiers de manière confidentielle, un critère subjectif. Ici, il ressortait de la preuve que chaque employé de Bell reçoit une formation relativement à l'application d'un code de conduite qui prévoit que l'information contenue dans les documents en litige est confidentielle.
Les employés signent une entente de confidentialité. Il n'y a que 3 personnes au sein de Bell qui ont accès au contrat, alors qu'environ 10 personnes ont accès au guide, et ce, pour toute la province du Québec. Bell soutient que dans l'industrie, la norme est de traiter ce genre d'informations de façon confidentielle. Un arbre décisionnel est établi. Les employés des tierces parties n'ont pas accès à la méthode ni au coût. Ils ont accès à la marche à suivre pour répondre à une demande de service. Cet arbre décisionnel permet d'appliquer la méthode sans que celle-ci ne soit divulguée. Les employés entrent les données, mais ils n'ont pas accès au guide. Donc, suite à cette preuve, la commission est d'avis que la condition relative à la confidentialité objective et subjective est rencontrée. Pour ce qui est de l'article 24, les tierces parties doivent établir que la divulgation des renseignements contenus au document en litige risquerait vraisemblablement de produire l'un des effets suivants. Donc, soit de causer une perte au tiers, soit de procurer un avantage appréciable à une autre personne, ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité du tiers. La preuve requise des tierces parties se situe entre la balance des probabilités et la simple possibilité. En l'espèce, la commission est d'avis que la majorité des renseignements contenus dans le contrat constituent le savoir-faire de l'organisme et de Bell, et que leur divulgation risquerait d'entraver les négociations avec les autres partenaires avec qui Bell a conclu des ententes et de procurer un avantage appréciable aux compagnies d'hydroélectricité et de télécommunications. On peut voir que suite à la décision de la CAI, il y a eu différents appels. Certains y ont été faits par le demandeur, qui était KSA Avocat, qui trouvait que l'organisme avait masqué trop de renseignements. D'autres, à l'inverse, ont été faits par Bell, qui trouvait que la CAI exigeait à l'organisme de démasquer trop de renseignements. Donc, à la Cour du Québec, un appel a été logé en vertu de l'article 147 de la Loi sur l'accès. Cet article prévoit qu'une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence devant un juge de la Cour du Québec, la décision finale de la commission. Donc, à noter qu'on parle ici de questions de droit ou de compétence et non de questions de fait. La Cour du Québec juge que les parties n'ont pas soulevé de questions de droit invalidant la décision de la CAI. Ensuite, en Cour supérieure, il y a eu un appel de la décision de la Cour du Québec. La Cour soutient que les parties soulèvent des questions de preuve et non de droit. Encore une fois, elle soutient que la décision de la CAI avait été bien motivée. KSA ne démontre pas que le jugement de la Cour du Québec est déraisonnable. Au contraire, celui-ci est parfaitement intelligible. Donc, on avait ici une analyse du critère de déraisonnabilité en cas de révision judiciaire. Je n'irai pas en détail dans ce sujet-là. Ce n'est pas le but de la présentation. Ensuite, la Cour explique qu'elle ne comprend pas l'acharnement de Bell, qui trouve que trop de renseignements ont été démasqués, puisque la juge de la CAI se range pour la quasi-totalité des 2 documents demandés aux arguments de Bell. À preuve, elle n'ordonne la communication que d'une infime partie de ceux-ci. La Cour continue en disant que par son pourvoi, Bell tente d'entraîner le tribunal sur le terrain de l'appel. Or, tel n'est pas l'objet du contrôle judiciaire d'une décision administrative fondée sur la norme de la décision raisonnable. Donc, Bell tente de faire un nouveau procès et de revenir sur les faits. Le tribunal doit respecter le choix du législateur de confier les litiges en matière d'accès à l'information à la CAI, qui est un organisme spécialisé en la matière. En ordonnant la communication de certains extraits du contrat et du guide, la décideuse administrative a agi au cœur de sa compétence et mis à son profit son expertise en la matière. Le pourvoi est donc rejeté. Puis à la Cour d'appel, la demande de permission d'appeler a également été rejetée. Ensuite, on a une autre décision, Desautels contre la Régie de l'assurance maladie du Québec. C'est une demande d'accès qui a été faite afin d'obtenir une copie non caviardée de documents qui concernent un appel d'offres pour des prothèses auditives ayant été demandées et diffusées. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait déjà eu une première demande d'accès qui avait été faite. L'organisme a répondu et les documents avaient été diffusés sur son site Internet. Certains renseignements avaient été masqués en vertu des articles 23 et 24. Là, un nouveau demandeur a vu ces documents sur le site Internet et a demandé à l'organisme d'avoir une version non caviardée des documents. L'organisme, dans sa première décision, avait contacté chacun des tiers en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'accès afin d'obtenir leur observation pour communiquer les renseignements qui ont été fournis par les tiers. Tous les tiers, sauf un, se sont opposés à la communication des renseignements.
Donc, dans sa décision, la CAI explique que la jurisprudence est à l'effet que le fardeau de preuve de démontrer que les conditions d'application de l'article 23 de la loi sur l'accès sont satisfaites revient au tiers et à lui seul. Cela ne relève toutefois pas le responsable de l'accès de son obligation de motiver sa décision de refus. Donc, dans sa décision, le responsable de l'organisme avait seulement expliqué que certains des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23 et 24, sans donner davantage de détails. Même si, en cas de révision, il revient au tiers de faire la preuve de l'applicabilité des restrictions, le responsable devrait mieux motiver sa décision. Donc, si le responsable de l'accès conclut que le tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49 de la loi n'a pas établi l'application des conditions prévues aux articles 23 et 24 et qu'il décide quand même donc de communiquer les renseignements fournis par le tiers, il doit motiver sa décision et en transmettre copie au tiers ainsi qu'au demandeur. Il sera alors loisible au tiers de formuler une demande de révision en vertu de l'article 136 de la loi. L'article 136 prévoit qu'un tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49 peut, dans les 15 jours qui suivent la date de la transmission de l'avis l'informant de la décision de donner accès à tout ou partie du document, demander à la commission de réviser cette décision. Cette demande suspend l'exécution de la décision du responsable jusqu'à ce que la décision de la commission sur la demande soit exécutoire. Donc, quoi retenir des décisions Hydro-Québec et des hôtels? Donc, les tiers, tout d'abord, ont la responsabilité de démontrer que les restrictions des articles 23 et 24 s'appliquent. La CAI a souvent décidé que les renseignements contenus dans un contrat conclu avec un organisme public ne sont pas fournis par un tiers, mais certains renseignements fournis par un tiers pourraient être visés par la restriction si la preuve est faite que ces renseignements proviennent du tiers en majorité. L'application de ces restrictions est une question de fait et de preuve, et il serait difficile pour le tiers de faire appel de la décision de la CAI. Même si le fardeau de preuve de démontrer que les conditions d'application de l'article 23 ou 24 sont satisfaites revient au tiers, cela ne relève toutefois pas le responsable de l'accès de son obligation de motiver sa décision de refus. Le responsable ne peut pas seulement indiquer que des renseignements ont été masqués en vertu de ces articles. Donc, quelle serait la bonne façon de motiver le refus dans une décision? Ça, la CAI ne le précise pas. Est-ce que le responsable devrait détailler le processus de consultation qu'il a suivi et reprendre les motifs soulevés par les tiers et expliquer en quoi il était d'accord que les critères des articles 23 et 24 étaient respectés? En cas de doute, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on est peut-être mieux d'en donner le plus que pas assez là, dans la décision, donc motiver le plus possible notre décision, puis expliquer en quoi on était d'accord avec les restrictions, les motifs invoqués par le tiers. Également, si les motifs soulevés par les tiers ne convainquent pas le responsable, celui-ci doit faire fi de leur avis et communiquer les renseignements. Ce sera au tiers de demander à la CAI de réviser la décision du responsable en vertu de l'article 136. Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 136, selon mes recherches, il n'y a presque pas eu de recours entamé en vertu de cet article-là. Donc, j'ai l'impression que c'est un article qui est quand même méconnu et peu utilisé. Est-ce que la complexité du processus pourrait faire en sorte qu'un organisme ignore l'article 25 et n'avise pas le tiers et choisisse simplement de refuser de donner communication des documents? On se rappelle que l'article 25 stipule qu'un organisme public doit aviser le tiers s'il a l'intention de communiquer les renseignements personnels. Donc, si, au contraire, l'organisme n'a pas l'intention de communiquer les renseignements du tiers, il n'aurait pas besoin d'obtenir leur avis. Finalement, ça peut être délicat ou difficile pour un organisme d'aller à l'encontre de l'avis du tiers et de choisir de communiquer quand même les renseignements. J'ai ici, dans la présentation, deux tableaux qui détaillent un peu le processus avec les délais et tout ça. Le tableau à gauche, c'est quand l'organisme est capable de joindre le tiers. Le tableau de droite, c'est quand le tiers n'est pas capable d'être rejoint et on doit faire un avis public. Aussi, à noter qu'avec la loi 25, l'article 49 a été modifié. Avant, on prévoyait l'utilisation du courrier pour aviser le tiers. Maintenant, on parle seulement d'un écrit. Ensuite, une autre décision, on a la décision Charret contre procureur général du Québec. Donc, c'est sur le thème de la protection des renseignements personnels. Donc, les faits, l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, a divulgué des renseignements personnels concernant M. Jean Charest sans son consentement. M. Jean Charest, qui avait été premier ministre du Québec.
M. Jean Charest a eu droit à 35 000 à titre de dommages-intérêts compensatoires et à 350 000 à titre de dommages-intérêts punitifs. Donc, dans sa décision, la CAIR rappelle qu'en vertu de l'article 52.2 de la loi, un organisme public est responsable de la protection des renseignements personnels qu'il détient. Aussi, en vertu de l'article 59 de la loi, un organisme public ne peut pas divulguer des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée. Dans sa décision, la Cour explique qu'on ne peut pas prétendre que M. Charest ne pouvait pas avoir une expectative de vie privée importante parce qu'il avait été premier ministre. Quand les renseignements sont sortis dans les médias, M. Charest était redevenu un citoyen. Il n'a pas non plus acquiescé à être victime d'une divulgation illégale de ses renseignements personnels. M. Charest a donc droit à des dommages d'intérêt punitifs en vertu de l'article 167 de la loi sur l'accès. Les dommages d'intérêt punitifs sont dus en cas d'atteinte intentionnelle au droit à la protection des renseignements personnels ou lorsque l'atteinte résulte d'une faute lourde. L'atteinte au droit de M. Charest était intentionnelle selon la Cour. De plus, le défaut de l'UPAC de respecter la loi et de protéger les renseignements personnels et les informations conservées au dossier d'enquête constituait une faute lourde. Cette divulgation est aussi une violation de l'article 65.1 de la loi qui limite les fins auxquelles l'UPAC peut utiliser les renseignements personnels qu'il détient. Donc, à titre de rappel, l'article 65.1 prévoit qu'un renseignement personnel ne peut être utilisé au sein d'un organisme public qu'aux fins pour lesquelles il a été recueilli. Donc, je trouvais la décision intéressante. Elle fait un peu un survol des principales obligations en matière de protection des renseignements personnels des organismes. Ensuite, je voulais trouver des décisions qui concernent deux articles un peu méconnus pour lesquels il n'y a pas eu beaucoup de jurisprudence, soit les articles 28.1 et 29. La première décision, Ouimet contre l'Office des professions du Québec, traite de l'article 28.1. Dans sa décision, dans les faits, c'était une demande d'accès afin d'obtenir des documents en lien avec le processus de recrutement et de sélection du bureau des présidents de l'organisme. L'organisme a soulevé tardivement lors de l'audience la restriction obligatoire de l'article 28.1. Ici, là, juste un rappel, c'est la même chose pour toutes les restrictions impératives. Donc, quand dans la loi, on dit qu'un organisme public doit refuser, la restriction peut être soulevée tardivement, là, même lors de l'audience, puis même si elle n'avait pas été soulevée dans la décision. Donc, la notion d'atteinte à la sécurité de l'État dont parle l'article 28.1 n'est pas définie dans la loi sur l'accès ni dans aucune autre loi au Québec. Les auteurs Doré et Charette suggèrent de se référer à une définition que l'on retrouve à l'article 2 de la loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Dans cette loi, on prévoit que sont des menaces envers la sécurité du Canada les activités suivantes: l'espionnage, le sabotage, les activités influencées par l'étranger, les activités qui visent à favoriser l'usage de la violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique, et les activités qui visent à renverser le gouvernement par la violence. Ici, la preuve administrée ne permet pas de soulever la moindre possibilité que l'une ou l'autre des activités décrites dans la loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité puisse se réaliser. Ensuite, la décision du Tremble contre Hydro-Québec, c'est une décision qui concerne l'article 29. 29, à titre de rappel, prévoit qu'un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement qui porte sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. Donc, dans les faits ici, c'est une demande d'accès afin d'obtenir une copie d'un rapport d'inspection du barrage de la chute Belle et d'une étude de sécurité du barrage. Hydro-Québec a refusé de transmettre certains renseignements et soutient que la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme destiné à la protection d'un bien ou d'une personne et aurait aussi pour effet de porter atteinte à la sécurité de l'État. Dans sa décision, Hydro-Québec a réussi à démontrer que la divulgation des renseignements aurait pour effet de réduire son programme de sécurité. Les renseignements sont suffisamment précis pour permettre à une personne d'exploiter ces informations.
La CAI cite entre de mauvaises mains, ces informations permettraient à des personnes mal intentionnées de commettre des actes qui pourraient mettre à risque les infrastructures et dont les conséquences prévisibles, dont une rupture du barrage, auraient un impact direct sur la sécurité des personnes et les infrastructures routières. Ensuite, on a une autre décision qui concerne l'article 29, l'alinéa 2. La centrale des syndicats démocratiques contre le Centre intégré de services et de services sociaux des Laurentides. Dans les faits, c'est une demande d'accès afin d'obtenir une copie de documents qui contiennent des informations sur les ressources de type familial, les RTF, dont les noms, les adresses civiques et les numéros de téléphone de celles-ci, ainsi que le nombre de places reconnues pour chacune d'elles. Les renseignements sur les RTF sont des renseignements à caractère public en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'accès, alinéa 1, paragraphe 3. Selon l'organisme, même si ce serait des renseignements à caractère public, selon l'article 57, alinéa 2, on pourrait là, soulever une restriction. Donc, la restriction de l'article 29, alinéa 2, ce qui ferait en sorte que les renseignements ne seraient plus à caractère public. Donc, selon l'organisme, la communication devrait être refusée. Dans cette décision, la CAI explique que l'organisme ne démontre pas que la communication des renseignements a pour effet de réduire l'efficacité d'un programme ou d'un plan d'action destiné à la protection d'une personne. L'application de cette disposition nécessite la démonstration des conditions suivantes. Donc, il doit exister un programme ou un plan d'action destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. Et la divulgation des renseignements concernés serait susceptible de réduire l'efficacité de ce programme ou de ce plan. La portée de l'article 29 de la Loi sur l'accès est dans le prolongement de l'article 28, puisqu'elle vise à protéger spécifiquement les renseignements relatifs aux moyens mis en place par les organismes publics pour assurer la sécurité ou pour lutter contre le crime ou les infractions aux lois. Finalement, une dernière décision, c'est une décision de la Cour suprême du Canada, dont vous avez probablement entendu parler, l'arrêt Bicovets. Donc, dans les faits, c'est une demande qui avait été faite par la police à une société de traitement de paiement afin d'obtenir la communication des adresses IP de certains usagers. Dans sa décision, la Cour suprême a décidé qu'une adresse IP peut révéler un éventail de renseignements éminemment privés qui touchent directement aux détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels d'un utilisateur individuel. De plus, l'étendue des renseignements que peut révéler une adresse IP est énorme si elle est mise en corrélation avec d'autres renseignements détenus par un tiers. Donc, pour ce critère de corrélation ici, je rappelle qu'avec la loi 25, l'article 54 a été modifié afin de prévoir que dans un document sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et qui permettent directement ou indirectement de l'identifier. Donc, on est venu ajouter le indirectement pour prévoir que des renseignements personnels, lorsqu'ils sont croisés avec d'autres renseignements, peuvent justement être des renseignements personnels. Donc, les risques d'identification sont présents. Donc, aussi un petit rappel pour l'article 63.4 de la loi qui prévoit qu'un organisme public qui recueille par un moyen technologique des renseignements personnels doit publier sur son site Internet une politique de confidentialité. Donc, c'est juste pour vous rappeler là, que vu qu'un témoin de connexion qui collecte une adresse IP est un renseignement personnel, une politique de confidentialité serait requise là, dès qu'un témoin de connexion collecte une adresse IP. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Jean-Philippe. Merci beaucoup pour votre attention. Merci François, merci. Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Juste avant de traiter de la première décision, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, je souhaite faire un bref rappel là, des obligations de la loi pour mettre en contexte la décision. Comme tout le monde le sait, un organisme a un délai de 20 jours là, pour répondre à une demande d'accès qui peut être prolongée jusqu'à 30. Et puis, comme le mentionnait François, un organisme qui répond hors délai peut toujours, là, dans le cadre d'une demande d'accès en vertu de l'article 9, à les documents administratifs, peut toujours invoquer une restriction obligatoire, les articles 28, 28.1 et 29 notamment. Par contre, la jurisprudence là, récente exige que si l'organisme souhaite, hors délai, invoquer une restriction facultative, il doit faire une demande, notamment à l'audience, en fait, il doit faire une demande à la commission d'accès, puis justifier un peu son refus, pas son refus, mais son omission de répondre dans le délai. Par contre, dans le contexte d'une demande d'accès à des renseignements personnels,
en vertu de l'article déposé en vertu de l'article 83, quand une personne va avoir accès à ses propres renseignements. Ben, l'article 87 de la loi dit que les restrictions, qu'un organisme peut invoquer les restrictions de la section 2 de la loi. Donc, ça fait en sorte que les restrictions qui sont normalement obligatoires deviennent un peu facultatives, parce que l'organisme n'est pas obligé d'invoquer 28, 28.1, 29, il pourrait décider de ne pas le faire. Donc, la question qui se pose, c'est un peu à savoir, est-ce que dans le contexte d'une demande d'accès à des renseignements personnels, les restrictions obligatoires qui deviennent facultatives peuvent être invoquées hors délai sans autre condition. Donc, la décision Saint-Jean-sur-Richelieu traite de ce sujet-là. Puis, il faut savoir qu'avant ça, il y avait des décisions un peu contradictoires. Certaines décisions de la commission d'accès avaient conclu que puisque la restriction est facultative, un organisme qui répond hors délai, dans le contexte toujours d'une demande d'accès à des renseignements personnels, doit justifier son omission de répondre et demander la permission à la commission, tandis que d'autres restrictions, d'autres décisions avaient conclu l'inverse. Donc, en première instance, dans la décision Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la commission a refusé à l'organisme le droit de soulever le paragraphe droit de l'article 28 et l'organisme a contesté cette décision-là en Cour du Québec. En Cour du Québec, grosso modo, la Cour s'est rangée aux arguments de la commission d'accès. Elle dit, puisque la restriction de l'article 28 devient facultative dans le contexte du traitement d'une demande à des renseignements personnels, ben, l'organisme doit soit l'invoquer à l'intérieur du délai, soit justifier son omission de réponse. Donc, les conséquences peuvent quand même être importantes là, dans ce contexte-là, parce qu'un organisme qui répond hors délai va se retrouver dans une situation où il risque d'avoir très peu de restrictions qu'il va pouvoir invoquer s'il n'y avait pas de motif là, qui justifie un peu l'omission de répondre dans le délai. Donc, petit conseil à tous, essayons de respecter les délais, ça va être à l'avantage de tout le monde. La prochaine décision porte sur un organisme, en fait, qui a tenté de justifier une omission de répondre dans les délais, là, mais dans le contexte d'une demande d'accès, pas à des renseignements personnels, mais une demande d'accès plus à des documents administratifs. Donc, grosso modo, la nature de la demande n'est pas très importante. Il faut retenir qu'il y a eu une demande qui a été traitée avec 4 mois de retard, puis que l'organisme, devant la commission, tente un peu de justifier son retard en disant qu'il y avait un nombre important de demandes d'accès à traiter, 500 à 600 par mois. On n'a pas beaucoup de responsables, l'importance du travail de recherche et de repérage. Et puis, les documents, 98% des documents sont de même nature, c'est des rapports d'événements. Donc, c'était une tentative un peu de pouvoir justifier un retard dans la réponse et de pouvoir ainsi invoquer des restrictions obligatoires hors délai. La commission rejette les motifs de l'organisme. En fait, il a conclu, ce n'est pas des motifs qui sont propres au traitement d'une demande d'accès, mais c'est des motifs un peu systémiques à la SQ dans ce cas-là. Elle mentionne que le bilan annuel du traitement des demandes d'accès indique que 40% des demandes ne sont pas traitées dans le délai. Donc, la CAI, la commission d'accès, conclut qu'elle ne peut pas entériner une façon de faire qui fait en sorte que 40% des demandes sont hors délai. Donc, elle refuse de justifier le retard. Ce qu'on peut retenir de cette décision-là, c'est effectivement si le justificatif pour répondre hors délai s'applique à toutes les demandes, mais je pense que les chances de l'organisme d'avoir gain de cause devant la commission sont plutôt faibles, sinon inexistantes. Mais donc, un justificatif pourrait être accepté si c'est une période temporaire ou un problème temporaire, malgré le fait que ça demeure difficile de justifier une omission de répondre. Je fais le tour de quelques décisions, puis un organisme a essayé de justifier un retard en invoquant une réorganisation administrative. Bon, ça a été refusé. Il y a eu aussi une tentative en invoquant les vacances d'été. Ça n'a pas été accepté. Puis, par contre, un élément qui peut être intéressant, c'est qu'il y a un organisme qui a invoqué une restriction qui n'est pas dans l'accès, mais c'est le privilège relatif au litige. Puis, elle justifiait son retard en disant ben, la jurisprudence à l'époque ne reconnaissait pas le privilège relatif au litige comme une restriction qu'on pouvait invoquer. Puis là, suite à un changement jurisprudentiel, la Cour du Québec a reconnu qu'on pouvait invoquer ce privilège-là. Donc, la commission a dit c'est correct d'invoquer hors délai un élément qui ne pouvait pas être invoqué à l'époque à cause d'un changement jurisprudentiel.
Donc, on a ici un exemple là, de justificatif qui permet d'invoquer hors délai une restriction obligatoire. La prochaine décision, les deux prochaines décisions portent sur l'article 9 et la notion de note personnelle, esquisse, ébauche et brouillon. Petite mise en contexte, dans le fond, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités, quand ils délivrent un permis de construction à un promoteur, d'exiger un pourcentage du terrain pour les parcs, pour mettre en place des parcs, des aménagements pour les citoyens. Puis, elle permet aux promoteurs d'offrir, dans le cas présent, c'était 10% qui était exigé de la valeur du terrain, mais elle permet aux promoteurs d'offrir davantage. Exemple, dans un projet, d'offrir plus que 10% et de se créer une banque de terrain qu'elle pourrait utiliser lors d'un prochain projet immobilier pour en fait, offrir un pourcentage de terrain plus petit. Un peu comme accumuler des terrains dans une banque de parcs auprès de la ville qu'elle va pouvoir soustraire lors d'une demande subséquente de permis. La demande d'accès vise donc à obtenir les noms et coordonnées des propriétaires d'une banque de parcs auprès du service d'urbanisme, c'est-à-dire d'un fichier qui répertorie les promoteurs qui ont des parcs, un pourcentage de parcs en banque qu'on va utiliser lors d'un prochain projet. Il faut savoir que, dans le fond, le document en question, un document Excel qui est utilisé par un employé, a été développé par lui parce qu'il n'y avait pas de document qui rassemblait cette information-là. Donc, il n'y a pas de registre officiel au sein de la ville qui colligeait cette information-là. Puis, l'employé a décidé de sa propre initiative d'en créer un. Mais ce n'est pas un document qui lui sert d'outil de référence dans la mesure où il n'est pas complet, il y a des informations qui sont inexactes ou à valider. C'est vraiment pour sa propre utilisation. Puis l'employé, lorsqu'il reçoit une demande de permis, de toute façon, il doit vérifier dans les documents officiels, les documents relatifs au lotissement et au permis passé, les détails exacts là, des terrains qui ont été donnés par le promoteur et des crédits terrains qu'il pourrait y avoir. Donc, dans son témoignage, l'employé indique aussi qu'il est le seul à avoir accès à ce tableau-là, que les collègues ne l'utilisent pas, puis que ses supérieurs non plus n'utilisent pas ce document-là. Bon, dans sa décision, la CAI a arrêté la définition de note personnelle là, qui apparaît à l'écran. Une définition, les soulignés sont de moi ici. Là. Donc, note personnelle, c'est des inscriptions apposées sur un document pour l'usage personnel de celui qui les appose, comme aide-mémoire ou instrument utile à sa propre réflexion. Donc, les éléments pour déterminer si un renseignement constitue une note personnelle, c'est le style, la forme, période de conservation peut aussi être un indicateur. La CAI note qu'il n'y a aucune loi qui oblige la ville à constituer un registre de banque de parcs. Donc, il n'y a pas d'obligation légale à cet effet-là. Donc, dans sa décision, la CAI conclut que le document constitue bien une note personnelle et n'est pas visé par la loi sur l'accès en dessous de l'article 9. Il dit que même si ce n'est pas un document qui est manuscrit, généralement les notes personnelles, on peut penser que c'est des notes qui vont être écrites à la main, bien, ça contient quand même des informations parcellaires, non validées, et puis que ce fichier Excel-là n'est pas utilisé pour prendre une décision, il est utilisé uniquement par l'employé, mais qui n'est pas un document, une source officielle. Donc, encore une fois, la CAI conclut que ce sont des notes personnelles. Ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que dans cette décision-là, c'est qu'on a des notes personnelles en fichier Excel, donc c'est moins fréquent dans la jurisprudence, une conclusion de notes personnelles qui ne sont pas manuscrites. Fait qu'on peut retenir que ce n'est pas un critère déterminant qu'une note soit manuscrite pour être une note personnelle. Puis à l'inverse, un fichier Excel peut être une note personnelle. Pour se qualifier à titre de note personnelle, bon, ça doit être évidemment, comme je l'ai dit, à l'usage unique de l'employé ou de la personne, puis utile à sa propre réflexion. Donc, on peut penser que si, par exemple, le fichier Excel était officiel, avec des données vérifiées, puis utilisé par l'ensemble du département, ça ne serait pas une note personnelle. Ou si un document est utilisé uniquement par la personne, mais que c'est une source officielle, ben, ça ne serait pas non plus une note personnelle. Prochaine décision du gré contre le ministère de l'Environnement. On est ici dans la notion d'ébauche et de brouillon.
C'est une demande d'accès afin d'obtenir une copie d'une revue de littérature développée au sein du ministère de l'Environnement qui porte sur l'utilisation d'une bactérie pour contrôler des insectes piquants. Dans le fond, la personne qui fait la demande a entendu parler de l'étude en visionnant la semaine verte, donc dans laquelle il était mentionné que cette étude-là était utilisée à l'interne là, comme document d'orientation par les fonctionnaires qui analysent au ministère de l'Environnement les demandes d'épandage de larvicides. Donc, elle fait une demande d'accès pour obtenir une copie de l'étude en question. L'étude, il faut savoir, est destinée aux biologistes de l'organisme. Et puis, l'organisme, après l'avoir confectionné, a décidé, pour s'assurer un peu de la validité des renseignements qui y sont contenus, de faire affaire avec des pairs indépendants. Il a consulté le scientifique en chef du Québec, il a transmis le document à plusieurs professionnels à l'extérieur de l'organisme. Et puis, dans son argumentaire, l'organisme soulève notamment 2 arguments classiques là, pour tenter de se qualifier à titre de brouillon. C'est que, d'une part, le document était en mode révision, donc il n'était pas terminé. Et d'autre part, il n'avait pas fait l'objet d'une approbation officielle par les autorités de l'organisme. Ça, c'est des classiques en quelque sorte. Dans la décision, bon, la CAIR rappelle les 3 règles permettant d'identifier si un document est inachevé, c'est-à-dire s'il se qualifie à titre de brouillon, d'ébauche, d'esquisse. Donc, si on peut répondre oui à une des 3 questions principales, normalement, on va conclure que le document est un brouillon. N'est pas un brouillon, plutôt. Donc, la question, c'est est-ce que le document a atteint une forme achevée, sans pour autant que ce soit la forme finale, définitive? Est-ce que le document est conservé depuis un certain temps? Donc, on peut penser que plus le temps s'allonge, plus un document est conservé longtemps, moins il est susceptible de se qualifier à titre de brouillon. Et finalement, est-ce que le document a été transmis à son destinataire? Donc, ça peut indiquer que ce n'est pas un brouillon. Donc, en vertu de la jurisprudence, la CAIR reconnaît que ce n'est pas parce qu'un document porte sur un sujet à l'égard duquel le processus décisionnel n'est pas terminé que c'est un document inachevé. Il n'y a pas de lien, dans le fond, entre le processus décisionnel et le fait que le document est achevé ou pas. Aussi, le document n'est pas associé au processus décisionnel. Et ce n'est pas parce qu'il est modifié au fil et à mesure qu'à une date précise, ce n'est pas un document achevé. Le document peut évoluer, il peut être modifié, mais il peut, par exemple, s'il est transmis aux autorités ou à l'extérieur de l'organisme, se qualifier à titre de document achevé, sachant qu'il va continuer à évoluer dans le temps. Et finalement, le fait qu'un document est transmis s'attend à démontrer là, que c'est une version achevée. Donc, la commission conclut que le document en litige n'est pas un brouillon, c'est un document achevé qui est soumis à la loi sur l'accès. Notamment, compte tenu qu'il a été communiqué à des tiers à l'extérieur de l'organisme et aux autorités de l'organisme. Puis la CAIR a souligné dans la décision qu'il aurait été pertinent d'entendre le témoignage des auteurs du document en litige afin de connaître leurs avis. Donc, ça fait référence un peu ce commentaire-là à une décision Hydro-Québec contre Eglis qui date de quelques années. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le fond, le fait d'indiquer sur un document que c'est un brouillon ou d'invoquer le fait que le processus décisionnel n'est pas décidé, n'est pas terminé plutôt, ce n'est pas un critère très probant dans la qualification de document à titre de brouillon. Mais par contre, faire témoigner la personne qui travaille sur le document, ça peut permettre de démontrer le caractère inachevé, en expliquant un peu le processus, où est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'il l'a communiqué. Donc ça peut être un élément à retenir qui peut permettre là, vraiment d'éclairer un peu la commission d'accès sur la nature du document, puis aussi le processus, où en est rendu le processus là, de confection de ce document. Par la suite, on a ici une décision qui concerne une bande vidéo, en fait. C'est l'histoire d'une intervention policière. Il y a une plainte qui est logée à la police. Et puis, les policiers se présentent au domicile d'une personne. La propriétaire du domicile n'est pas là, mais son fils est sur place. Donc, les policiers interviennent. Et puis, la scène est enregistrée par une caméra qui était située dans la cuisine. Donc, la bande vidéo
permet de filmer autant l'intervention policière que quand les policiers ont quitté, le fils qui appelle sa mère puis qui un peu relate un peu l'intervention policière. Il y a une plainte par la suite qui est logée au commissaire à la déontologie policière. Et les policiers, la demande d'accès, dans le fond, provient des policiers concernés qui demandent le dossier, incluant donc la bande vidéo qui a été transmise par les personnes au commissaire à la déontologie policière. Donc, les policiers veulent obtenir une copie de la bande vidéo de leur intervention. Donc, ça, je l'ai pas mal dit. Je vais passer à la prochaine diapositive. Donc, dans la décision, la commission applique l'article 88. L'article 88 de la loi sur l'accès s'applique lorsqu'un renseignement personnel concerne deux personnes. Donc, ça peut être, à titre d'exemple, quand une personne émet une opinion sur une autre personne. Donc, c'est autant le renseignement personnel de la personne qui émet l'opinion qu'un renseignement qui concerne la personne qui est concernée par l'opinion. Donc, ça peut être un exemple d'application de l'article 88. Ou sinon, dans ce cas-là, on a une bande vidéo. Donc, le renseignement concerne, oui, les policiers, parce qu'ils sont présents dans la bande vidéo, mais ça concerne aussi d'autres personnes, c'est-à-dire le fils de la propriétaire qui était également présent. Donc, les critères pour appliquer, revenez pour l'article 88. L'article 88 dit que l'organisme, la personne qui dépose la demande a accès au renseignement si le document, ça contient des renseignements sur le sujet, si les renseignements ne révèlent pas un renseignement personnel concernant une autre personne. En fait, non, je recule. L'article 88 fait en sorte qu'on peut refuser l'accès si le renseignement concerne une autre personne et si la divulgation est susceptible de nuire sérieusement à cette autre personne. Donc, dans le cas présent, si la divulgation est susceptible de nuire au demandeur, c'est-à-dire au fils, la commission d'accès peut refuser la communication, dans le fond, de la bande vidéo. La décision se divise en deux segments, parce que la bande vidéo concerne d'une part une intervention, une partie dans laquelle les policiers sont présents, puis d'autre part une partie dans laquelle les policiers ne sont pas présents. Pour ce qui est de la bande vidéo, la première partie dans laquelle les policiers sont sur les lieux et donc étaient au courant des interactions, la commission conclut que c'est accessible parce que la divulgation ne révèle pas un renseignement personnel sur une autre personne. Dans le fond, l'article 88 ne peut pas s'appliquer parce que les policiers étaient présents, ont constaté les renseignements, ont constaté d'eux-mêmes la conversation. Donc, le fait de leur transmettre la bande vidéo, ça ne leur révèle rien qu'ils ne connaissaient pas déjà. Donc, l'article 88 ne peut pas s'appliquer. Donc, juste pour résumer, l'article ne peut pas être invoqué pour refuser de communiquer à un demandeur un renseignement qu'il connaît déjà. En ce qui concerne la deuxième partie de la vidéo, eh bien, là, il y a des renseignements personnels que les policiers ne connaissent pas parce qu'évidemment, le fils parle d'eux dans la vidéo. Et la question principale, c'est de savoir est-ce que ça risque de nuire sérieusement au fils de la propriétaire si les renseignements sont rendus accessibles. Si la bande vidéo, cette deuxième partie-là, est rendue accessible aux policiers. Donc, dans la décision, la commission note un peu le refus qui a été transmis quand le commissaire à la déontologie policière a communiqué avec la madame. Elle dit qu'elle ne voulait pas que ça soit transmis, qu'elle avait pour des raisons de vie privée, de confidentialité, puis de sécurité, puis elle semblait inquiète. Elle a répondu en majuscule. Donc, ça a été noté par la commission là, dans sa décision. Puis, elle dit, la commission, que dans le cadre d'analyse, elle doit évaluer les perceptions et les affirmations du tiers, c'est-à-dire de la personne qui est concernée aussi par les renseignements personnels. Puis qu'elle n'a pas nécessairement à apprécier la véracité de l'ensemble des propos. Donc, la commission, finalement, refuse de donner accès à la deuxième partie du vidéo. Elle note qu'il y a un risque sérieux et que ce risque sérieux-là de préjudice, il s'appuie sur les perceptions, en fait, de la personne là, concernée. Donc, ce qui est intéressant dans cette décision-là, ce n'est pas le cas de toutes les décisions avec l'article 88, mais c'est que la nuisance sérieuse qui doit être évaluée, elle repose
sur une appréciation un peu subjective de la personne et non pas sur une analyse objective de dire est-ce que vraiment cette personne-là pourrait, comment dire, pourrait je sais, subir une sorte de préjudice en cas de divulgation du renseignement. La prochaine décision porte sur l'article 15 et sur la notion de document qui requiert un calcul ou une comparaison. C'est l'histoire d'une demande d'accès d'une entreprise afin d'obtenir de l'Agence du revenu du Québec la liste des employés qui ont accédé au dossier fiscal de l'entreprise. Dans un premier temps, la commission, pas la commission, mais l'Agence du revenu refuse de communiquer la liste journalisée des employés. Mais finalement, en cours de route, après la réponse, l'information est détruite. L'information qui permet d'identifier les employés qui ont accédé au dossier fiscal de l'entreprise. Lors de l'audience à la Commission d'accès à l'information, l'Agence du revenu plaide que la liste, de toute façon, elle n'existe pas. Elle plaide que ce n'était pas un document qui était détenu, que pour le générer, il fallait créer un document. Et donc, puisque ce document-là n'était pas existant, ben, il n'y avait pas d'obligation de le conserver selon le calendrier de conservation. Pour sa part, le demandeur soutient qu'il y avait une obligation de conservation. On sait que la loi sur l'accès précise que lorsqu'il y a une demande d'accès, les documents visés par cette demande-là doivent être conservés jusqu'à ce que les recours soient épuisés. Là, que ça. Donc, bon, retour, je suis allé un peu vite, là, mais retour sur la décision de la commission là, qui conclut, qui se range aux arguments de l'Agence du revenu, puis qui conclut que ce qui a été détruit, ce sont des données qui permettraient de confectionner un document et non pas des documents comme tels. Petite mise en contexte, là, dans la preuve, il y a eu une explication à l'effet que pour produire le rapport d'extraction en PDF, il suffisait de choisir un peu, de cocher l'information qu'on voulait extraire, puis de peser sur produire le rapport PDF. Donc, ce n'était pas un long processus pour générer le document. Ça se fait dans quelques secondes. Donc, ça a toujours un impact dans dans l'application de l'article 15. En cours du Québec, la Cour conclut, contrairement à la Commission, que l'extraction des données ne nécessitait pas un calcul ou une comparaison au sens de l'article 15, puisque c'était une opération très simple d'extraction du système informatique et que le fait de reproduire sous une autre forme un document qui est déjà présent en informatique, ce n'est pas ce qu'on appelle un calcul ou une comparaison au sens de l'article 15. La Cour mentionne que ce n'est pas parce qu'un document papier n'a jamais été produit puis qu'il faut interroger un système informatique, qu'il faut conclure que le document n'existe pas. Donc, il n'y avait pas de preuve au dossier, en quelque sorte, que l'extraction nécessitait un vrai calcul. La Cour du Québec là, conclut que la CAI erre en droit, puis va à l'encontre de la jurisprudence lorsqu'elle conclut que le document est inexistant. C'est sûr que là, l'ordonnance de la Cour du Québec, c'est pas évident parce que le document est détruit, fait qu'elle déclare que l'intimé, que le demandeur, pas le demandeur, mais l'Agence du revenu détenait le document, qu'elle avait l'obligation de le conserver et qu'elle a manqué à son obligation de conservation prévue à l'article 52.1 et 102.1 de la loi sur l'accès. Donc, bon, une fois obtenue cette décision, je ne sais pas ce qui se passe puisque le document est détenu, mais ça nous donne à tout le moins une indication là, sur l'application de l'article 15. Voilà, ça fait le tour en ce qui me concerne. Je vais passer la parole à mon collègue là, Julien de Coansel. Merci Jean-Philippe. Bonjour tout le monde. Pour cette troisième et dernière partie, je vais commencer par un retour sur la thématique de l'incident sur la justice et les sécurités publiques qu'avait abordé François un petit peu plus tôt, mais sous l'angle de l'article 28 qui veut qu'un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement détenu dans le cadre de l'exercice d'une fonction de prévention, de répression du crime ou des infractions aux lois. Et pour ce faire, donc, on commence avec la Fonderie Orne contre le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Dans cette décision, la Fonderie contestait la décision de la Commission qui rejetait sa demande de révision visant à empêcher la communication par le ministère d'un document demandé par un citoyen.
Le document en question, c'était l'annexe 1, qui était un tableau de mesure d'émissions atmosphériques de concentrés de sous-produits métallurgiques qui étaient utilisés à la fonderie dans le cadre de ces activités. Donc la plante a soulevé 2 questions, dont laquelle a-t-elle commis une erreur de droit déterminante dans son interprétation de l'exception au droit d'accès prévu à l'article 28 de la loi sur l'accès, en retenant un critère d'application qui n'est pas conforme à la loi. La deuxième question est en lien avec la loi sur la qualité de l'environnement. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce qu'on est plus sur l'angle de l'accès, mais on va voir que cette loi-là va quand même avoir un petit impact dans la décision. Et bon, ben, je vous gâche déjà à la fin, la Cour du Québec a rejeté la demande d'appel car elle a jugé les moyens mal fondés. On va voir pourquoi. Tout d'abord, l'article 28 se trouve dans une section intitulée « Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la sécurité publique ». Donc ces dispositions, on comprend, s'inscrivent dans une logique de répression du crime et d'infraction pénale. Or, ici, la plante a invoqué le paragraphe 5 de l'article 28. Donc l'article 28 a plusieurs paragraphes qui sont en fait des circonstances dans lesquelles on peut l'appliquer. Le paragraphe dit que l'organisme doit refuser de communiquer les renseignements si sa divulgation est susceptible de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet. En substance, ça sert notamment, vu qu'on est dans la répression du crime, pour protéger l'identité des témoins, des informateurs de police dans le cadre d'une enquête criminelle, pour les protéger comme on peut l'imaginer. Donc la Cour a balayé la prétention de l'applicabilité du paragraphe 5 ici, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le préjudice qui était attendu, craint par la fonderie, se basait plutôt sur les articles 23 et 24. François vous en a décrit plus en détail tantôt, mais qui concernent la protection des secrets commerciaux et se prémunir contre des entraves en cas de négociation, de donner un avantage à un tiers, etc. Elle craignait en fait qu'en se basant sur les données du tableau, qu'une tierce personne puisse déduire quel matériel était utilisé, en quelle quantité, quel fournisseur était plus à même d'amener ces produits-là. Donc, d'aller peut-être tirer un avantage ou d'aller voler des secrets techniques. Cependant, l'article 28, comme on l'a vu, ce n'est pas une alternative à la protection des secrets industriels. Donc, pourquoi utiliser 28 plutôt que 23 et 24? Tout simplement parce que la loi sur la qualité de l'environnement disait que ce rapport, donc le fameux tableau, est public, ce qui rend de facto les articles 23 et 24 inopérants, inutilisables en l'espèce. Mais il y avait une exception qui disait que l'article 28, 28 points, 29 et 29 points exactement, eux restent applicables. D'où la tentative de passer par le paragraphe 5 qui semblait peut-être prometteur, mais en oubliant qu'il s'agissait d'un contexte de répression du crime et des infractions. La pierre d'achoppement vient au point suivant, qui est que l'annexe 1 en question doit être produite annuellement par la fonderie et transmise au ministre, en raison d'autorisation ministérielle dont elle bénéficie. Donc ici, si préjudice il y avait toujours sous la facette de 28, à ce moment-là, c'est un préjudice qui aurait découlé d'une poursuite pénale. Raison pour laquelle la fonderie voulait garder ses renseignements confidentiels. Sauf s'il y avait poursuite, ça aurait été le ministère qui détenait déjà ce renseignement-là, qui aurait dans un premier temps mené l'enquête et, si applicable, si nécessaire, aurait ensuite intenté une poursuite contre la fonderie en voyant des irrégularités ou que sais-je. Donc, de dire qu'on veut avoir ces renseignements-là confidentiels et ne pas les donner à une tierce personne, donc à un citoyen ici, ne fonctionne pas parce que de toute façon, le ministère l'avait déjà dans les mains, ces renseignements-là. Donc l'argument s'effondre et dernier coup de massue pour abattre cet argumentaire-là, c'est que la commission avait conclu que de toute façon, il n'y avait aucune enquête en cours concernant la plante, qui venait donc éteindre les prétentions à l'article 28, paragraphe 5. Dans la décision suivante, Popovic contre Tribunal administratif de déontologie policière,
je vais appeler ici tribunal de déontologie, le demandeur, M. Popovic, voulait obtenir accès à des pièces qui avaient été déposées dans le cadre d'une audience tenue devant le tribunal de déontologie. Et le tribunal a refusé de communiquer les pièces sans fournir de motif. On rappelle que la loi nous oblige malgré tout à donner un motif de refus. Et devant ce refus, M. Popovic a fait une demande de révision auprès de la commission en mars 2021. Le temps passe. En juillet 22, le tribunal de déontologie finit par justifier son refus en se basant sur les articles 28, 28.1, 29 et 29.1 de la loi sur l'accès, qui disait que ces documents en question remplissaient un des critères, le paragraphe 3 de l'article 28, en disant qu'ils correspondaient à des méthodes d'enquête ou à des plans d'action pour prévenir ou réprimer le crime, qui auraient permis de ne pas révéler ces documents-là. Malheureusement, le tribunal de déontologie n'a pas rempli les conditions nécessaires prévues à 29.1. 29.1 nous dit que une décision qui était rendue par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle est publique, à moins que, donc l'exception, à ce moment-là, l'organisme doit refuser de communiquer un renseignement contenu dans cette décision si, et là on a plusieurs critères, j'en reprends juste deux, s'il y a une ordonnance de non-publication, de non-divulgation ou de non-diffusion qui a été rendue à ce sujet, ou si la communication du document était de base interdite et refusée en vertu de la loi sur l'accès. Le tribunal d'éthologie n'avait pas demandé qu'il y ait une ordonnance de non-divulgation, donc cette première avenue-là s'éteignait, et ensuite on aurait pu appliquer l'article 28, donc l'autre exception, sauf que, autre pierre d'achoppement, on va voir qu'on tombe beaucoup ici dans les décisions, c'est que pour pouvoir utiliser cette exception-là, il fallait que les renseignements soient contenus dans la décision. Le problème, c'est que ces pièces, ces informations-là, n'étaient pas contenues dans la décision, ce qui a donné à ces pièces-là un caractère public, et la commission en a ordonné la communication. Pour ceux que ça intéresse, la décision s'en va en appel, donc à suivre pour la suite. Mais retenez que si vous avez des documents sensibles à déposer en pièces, peut-être demander une ordonnance pour éviter une situation embarrassante comme ici. Autre décision, ICLEF contre Ville de Montréal, le SPVM, ça va être un contre-exemple à ce que nous a dit Jean-Philippe un petit peu plus tôt sur les délais qui sont dépassés. Ici, la demanderesse, Mme ICLEF, avait demandé d'obtenir son dossier d'employé, donc elle travaillait au 911, ainsi que différentes informations personnelles, ainsi que les 2 rapports d'enquête d'accréditation à lesquels elle s'était soumise pour pouvoir obtenir un nouveau poste que malheureusement elle n'a pas eu. Ici, le SPVM a tardé à répondre. Ça a pris environ 6 mois pour faire part du refus en se basant, encore une fois, sur le paragraphe 3 de l'article 28 qu'on vient de voir juste avant, et en disant que, de toute façon, la commission aurait refusé la communication parce que l'article 28 dit qu'on doit le refuser. Sauf que la commission dit non, attention, vous devez demander d'être relevé de votre défaut, d'avoir répondu dans les temps, d'avoir dépassé les délais prescrits. Donc, le SPVM a dû se soumettre à un test. Il a réussi, test qui était développé dans l'affaire Service anti-crime des assureurs contre Ménard, donc rendu par la Cour du Québec, qui déterminait quels étaient les critères à respecter pour que la commission détermine si elle accepte ou non les motifs de refus invoqués hors délai. Donc, ici, il fallait que l'organisme fasse une demande d'être relevé, chose qu'elle n'a pas fait au départ, chose qu'elle a fait ensuite, là, elle s'est pliée à cette obligation. Elle devait exposer des motifs raisonnables qui excusaient son omission de répondre dans les délais prescrits. Et enfin, elle devait démontrer que la demanderesse n'allait pas subir de préjudice si on la relevait de son défaut. Donc, le SPVM a démontré que son service des archives avait reçu 8000 demandes d'accès la même année que celle de Mme ICLEF. Donc, c'est une bonne charge de travail qui est arrivée là. Et elle a démontré que son responsable d'accès a dû partir en congé maladie pendant un certain temps et qu'à son retour, il avait plus d'une 50aine de dossiers à préparer dans lesquels il devait témoigner également devant la commission.
Une malchance arrivant rarement seule, sa chef d'équipe, qui le remplaçait durant son absence, est elle-même tombée en maladie et a dû s'absenter pendant plusieurs mois aussi. Et enfin, la demanderesse, Mme Iclev, a affirmé qu'elle n'avait pas subi de préjudice du fait du retard. Donc, les trois conditions étaient remplies. Jean-Philippe l'a dit un petit peu plus tôt, on a vu dans quelques décisions, le fait de dire qu'on manquait de personnel, qu'il y a eu un rebrassage administratif, que c'était les vacances d'été, etc., n'est pas un motif suffisant pour demander d'être relevé. Mais la commission ici avait conclu qu'on était dans des circonstances particulières, que c'était purement circonstanciel. Donc, les deux personnes principales qui sont tombées en maladie, c'était ici une excuse suffisante pour être relevé de son défaut d'avoir répondu dans les temps, et ainsi le refus basé sur le paragraphe 3 de l'article 28 a été retenu. On change de thématique, on passe dans les renseignements à caractère public dans la décision Jelinski contre le Musée de la civilisation du Québec. Donc, je vais appeler ici le musée. Le demandeur, M. Jelinski, est un chercheur universitaire en histoire de l'art qui souhaitait obtenir 57 photographies qui provenaient d'une exposition du musée dans laquelle on voyait plusieurs restes humains, des ossements, des organes, des scènes de crimes, de personnes qui étaient connues ou de décès, meurtres, homicides qui ont été populaires, entre guillemets, évidemment, au début du XXe siècle. Le musée a refusé cette communication, d'une base en invoquant des considérations éthiques, ce qui est très bien, ainsi que les articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, donc qui garantit la dignité et la vie privée à toute personne. Qui plus est, le bureau du coroner a été autorisé à intervenir dans l'affaire dans un premier temps parce qu'il avait un intérêt particulier dans l'objet du litige, donc les défunts, parce qu'il était lui-même en possession de ces restes humains-là, c'était sous sa garde. Et deuxièmement, parce que ce qui est aujourd'hui la loi sur les coroners, qui était à l'époque la loi sur la recherche des causes et des circonstances de décès, interdisait la prise de photos ainsi que la diffusion de corps humains, de personnes décédées. La question était de savoir, est-ce qu'on peut communiquer ou non, finalement, ces photographies-là, étant donné que c'était exposé? Ces restants humains-là, même si c'était un os, un fémur ou autre, je ne rentre pas dans les détails là, pour les cœurs sensibles, mais permettaient d'identifier les personnes d'une certaine manière. Et ça, selon les articles 53, 54, 59 de la loi sur l'accès. Et on rappelle, une fois de plus, le droit à la dignité et à la vie privée selon la charte. Qui plus est, dans une décision de 2015, la Commission avait souligné que l'obligation de confidentialité s'étend au-delà du décès. Donc ce n'est pas parce qu'on décède que l'on perd ces droits-là. Et enfin, la preuve avait également été apportée que les défunts, avant de décéder, ainsi que leur famille ou le bureau du coroner, n'avaient jamais donné son consentement à ce qu'il y ait un prélèvement ou une conservation des tissus, et encore moins à ce qu'il y ait comme ça une exposition au musée. La commission a eu des bons mots en disant que la communication erronée d'informations n'est pas créatrice de droit. Et ce, même si ces restes ou ces photographies-là par d'autres personnes avaient pu être faites par le passé durant l'exposition. Et elle a ainsi conclu que le musée est en droit de refuser de communiquer au demandeur, le chercheur, la photographie des restes humains et ainsi rejeter la demande de révision. Donc ici, j'attire l'attention qu'on peut voir qu'il y a parfois d'autres lois. Ici, la charte qui rentre en compte, il y a la loi sur le coroner qui rentre également en application sur certains renseignements personnels. Donc, il faut parfois s'étendre au-delà de notre loi. Autre décision sur les renseignements à caractère public, parentaux contre paroisse de Saint-Martyr canadien, la municipalité. Ici, c'était une directrice générale qui, à la suite d'un départ d'un membre du personnel, a assumé des tâches de concierge. La municipalité a reçu une demande d'accès pour avoir plus d'informations sur les heures travaillées par la directrice générale en tant que concierge. Et le responsable d'accès a refusé de transmettre ces renseignements-là
en disant que la divulgation des nombres d'heures permettait d'en déduire le traitement, le salaire de la directrice pour cette tâche-là. Le demandeur a argumenté en disant que ces informations-là ont un caractère public, car les tâches que la DG occupe à titre de concierge relèvent de ses fonctions de directrice générale. Donc ici, la commission a basé son analyse sur les articles 54, 57 et 59 de la loi sur l'accès afin de déterminer si les heures de travail comme concierge par la directrice générale constituaient ou non des renseignements personnels. Par le passé, la commission avait déjà dit dans plusieurs décisions que justement les heures travaillées par un employé, pas par un personnel de direction, constituent bel et bien un renseignement personnel qui permet de l'identifier. Dans ce cas-ci, il n'y avait aucun horaire précis et déterminé, il n'y a pas d'heure minimale ou maximale, parce que c'était la directrice générale qui gérait la réservation des salles, l'utilisation des salles, et donc qui pouvait déterminer quels étaient les besoins au jour le jour à ce niveau-là. La commission a fini par en conclure que le nombre d'heures travaillées par la directrice ne relevait pas de ses fonctions de directrice générale, justement. Et donc, l'article 57, qui permet de révéler certains renseignements personnels, lui, doit être lu de façon restrictive, vu que c'est une exception au principe de confidentialité des renseignements. Et étant donné que les heures de travail comme concierge n'étaient pas spécifiquement énumérées dans cet article-là, la commission a conclu que le principe des protections des renseignements personnels continuait de s'appliquer, et donc le responsable de l'accès avait été bien avisé, avait rendu une bonne décision, et donc de ne pas rendre disponibles ces renseignements-là. La décision ici est intéressante parce que la personne visée par une demande, finalement, a deux chapeaux. D'un côté, on a le chapeau de personnel de direction, puis elle a également le chapeau de membre du personnel, ce qui fait que certains renseignements, dépendamment de laquelle de ces deux casquettes elle porte, va venir changer. Ici, je vous ai sorti un petit trio de décisions cocasses, où finalement, ce sont seulement les demandeurs ainsi que les personnes visées par la demande qui changent, mais les décisions en tant que telles sont pratiquement les mêmes. Donc, Coulombe contre le barreau du Québec, Théodore contre le barreau du Québec et Leblond contre le barreau du Québec. Ici, les demandeurs avaient demandé d'obtenir la copie des serments d'allégeance et le serment d'office qui avait été prêté par plusieurs avocats lors de leur assermentation. Pourquoi? Bon, peut-être une mode à ce moment-là. Ils soutenaient que les avocats québécois devaient prêter serment d'allégeance à la reine Élisabeth II ou à tout autre monarque suivant, et ce, conformément à la loi concernant les serments d'allégeance. Cependant, le barreau, lui, il utilise une autre formule. Il demande allégeance à l'autorité constituée lors de l'assermentation. Le responsable d'accès du barreau a refusé de communiquer les documents en l'espèce, puis il a caviardé différents renseignements qu'il jugeait personnels, à savoir la signature, les dates où le serment a été prêté, ainsi que l'endroit où les serments ont été prêtés. La tâche de la commission était de trancher. Est-ce que ces renseignements contenus dans les différents serments constituaient bel et bien des renseignements personnels qui devaient rester confidentiels? Eh bien, on est allé voir les ordres professionnels. Ceux-ci sont soumis à la loi sur l'accès en vertu de l'article de 1.1 ainsi qu'au Code des professions en vertu de l'article 108.1 Code des professions. Donc à partir d'ici, la décision ne va plus seulement concerner les avocats, mais elle va vraiment concerner toute personne qui fait partie d'un ordre professionnel. Donc ça peut être les infirmières, travailleurs sociaux, etc. Donc dès qu'il y a un ordre professionnel. On a conclu que la signature, la date et le lieu de prestation des serments sont considérés comme étant des renseignements personnels, une fois de plus en vertu de 53, 54 et 59 de la loi sur l'accès, et également de l'article 2827 du Code civil du Québec.
Cet article, il dit en gros qu'une signature correspond en la position d'une marque qui nous est personnelle. Donc, on ne peut pas être plus explicite que ça à ce sujet. Le caractère public de ces renseignements, donc signature, date et lieu de sa notation, ne sont pas établis ni à l'article 55 de la loi sur l'accès, ni à l'article 108.8 du Code de profession qui permettrait d'avoir certaines choses publiques. Ainsi, seule l'année d'inscription au tableau de l'ordre, la première année ainsi que les années ultérieures, a un caractère public sur base de 46.1 du Code des professions. Ainsi, le barreau a jugé bien fondé, une fois de plus, la décision du responsable de l'accès et a confirmé que les signatures, dates et villes où ont été prêtés les serments devaient bel et bien être caviardées. Donc là encore, je porte à votre attention qu'on doit parfois sortir un peu la loi sur l'accès pour aller chercher quelques informations complémentaires. Ici, on voit par exemple que l'année d'inscription à l'ordre a bien un caractère public, alors si on se basait sur l'accès, on aurait peut-être pu se dire, tiens, peut-être que ça permet d'identifier indirectement une personne, donc je ne le divulguerai pas. Pourtant, ça peut se faire. Enfin, en terminant, on va tomber dans la thématique de processus de deuil. Je veux surtout parler de l'article 88.0.1 de la loi sur l'accès qui est entré en vigueur en septembre 2023. L'article nous dit qu'un organisme public peut communiquer au conjoint, conjointe ou à un proche parent d'une personne décédée des renseignements personnels qui concernent le défunt si ces renseignements-là permettent d'aider le demandeur, le requérant, dans son processus de deuil. Il y a une exception à ça, c'est si jamais le défunt avait consigné au préalable par écrit son refus d'accorder un tel droit. Il n'y a pas encore de jurisprudence à cet effet. C'est un article qui est assez récent, puis on couvrait septembre 2023, puis on couvrait l'année 23-24. Donc j'ai pris un exemple où cet article aurait pu être utile. D'ailleurs, on va le voir, une fois de plus, je vous gâche la fin, là. On va voir que la commission mentionne à la demanderesse que ça aurait pu être utile dans l'avenir. Ici, c'était une dame qui voulait obtenir le rapport de police qui concernait le décès de sa mère quand elle était petite, donc en 1978. Et elle souhaitait lire le témoignage de son père et de son frère, afin de cheminer dans son deuil, de tourner la page sur un événement difficile. Malheureusement, son père et son frère étant décédés déjà à ce moment-là, vous comprenez que le consentement pour divulguer ces renseignements n'était pas possible. Et à ce moment-là, il y avait seulement l'article 88.1 qui existait, qui permettait de communiquer des renseignements personnels d'un défunt, mais seulement pour faire valoir un droit à la succession ou pour des questions de fiscalité. Et donc, la dame n'a pas pu avoir accès, et la commission, comme je vous l'ai dit, a fait un petit laïus, une petite présentation de cet article-là, en expliquant qu'à l'avenir, cette nouvelle disposition pourrait aider les personnes endeuillées comme elle à cheminer. Donc, gardez ça à l'esprit. Peut-être que selon votre activité, votre milieu, ça pourrait être des demandes qui rentreraient, qui seraient justifiées de cette manière-là. Donc, à suivre. Ce qui met fin à la présentation. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'être restés jusqu'ici. J'imagine que certains doivent avoir faim. Donc, je laisse la parole à Mélissa pour la conclusion. Merci beaucoup, messieurs, pour cette revue jurisprudentielle. Merci, Julien. Elle saura certainement aider les membres du réseau dans l'application de la loi d'accès. Je vous souligne que le PowerPoint vous sera transmis et que le webinaire sera également accessible sur le canal YouTube du secrétariat. Et en terminant, on vous remercie d'avoir assisté en grand nombre à ce webinaire et on vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.